Le sujet de l'émission aujourd'hui est « On dit tout sauf la vérité » ou « J'adore les blogueurs mal payés ». Tout d'abord, je voudrais remercier mes spectateurs. Le 1er juin, la chaîne a atteint 300 000 abonnés. C'est sérieux. Sérieusement. Le prochain objectif, c'est un demi-million et ensuite, bien sûr, 1 million. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, n'est-ce pas? Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont activé la cloche et qui ont partagé mes vidéos avec leurs amis. C'est grâce à vous que la chaîne a du succès. Merci. Maintenant, passons au sujet de cette vidéo. Il y a des affirmations que beaucoup de blogueurs font et qu'on ne peut pas vérifier. Par exemple, dire « Votre président est un idiot » ou « Il est fou, n'est-ce pas ?» Ou alors dire que Zelensky est le meilleur, que Poutine est pire. Ou encore plus drôle, Poutine est un homme d'une pureté cristalline et il n'a jamais volé un sou à son peuple. C'est idiot de demander si tu as examiné le diplôme de Trump. As-tu personnellement déjà comparé des documents sur combien Zelensky a volé et combien Poutine a volé? Bien sûr, c'est juste une déclaration dans le sens où « Eh bien, on m'a payé et je dis ce pourquoi on me paie. Que ce soit vrai ou non, ce n'est pas mon affaire. » Eh bien, c'est une réponse normale et compréhensible. Ou alors, avant, les Ukrainiens me payaient bien, et maintenant, ce sont les Russes qui me paient bien. Et ainsi de suite. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont dites, affirmées, et qu'on peut vérifier. Par exemple, cette personne. On m'a dit que beaucoup de gens le connaissent, et il s'appelle Maxim Shevchenko. Donc, il dit qu'en Iran, je vais maintenant citer ses propos, il existe et prospère une communauté juive, et qu'elle existe là-bas depuis 2700 ans. Est-ce vrai, n'est-ce pas? La communauté en Perse existe depuis très longtemps, c'est vrai. Et en réalité, l'histoire est la suivante. En 1492, lorsque la couronne espagnole a changé de politique, elle a décidé de prendre aux Juifs tout ce qu'elle pouvait. Le roi Ferdinand et la reine Élisabeth ont signé ce qu'on appelle l'édit d'Alhambra. Les Juifs devaient en choisir entre se convertir, partir ou mourir. Ils agissaient donc bien plus décemment qu'Adolphe Liosovitch. Ensuite, pour ainsi dire, il s'est comporté comme ça. Dégagez, on va vous prendre tout ce que vous avez, et après, ça ne nous intéresse plus. Mais comme on dit, personne ne les a accueillis pour qu'ils puissent partir. Eh bien, dites-vous, ils ont simplement, comme vous le savez, nettoyé la terre de façon ignoble. Partir en Espagne, c'était permis. Il était interdit d'emporter de l'or, de l'argent ou de l'argent de Sibérie, seulement ce que tu pouvais porter. Et alors, le sultan ottoman Bayezid II, en russe on l'appelle, il me semble, Bayazet ou Bayacet. Il a fait ce qu'aucun souverain chrétien n'avait fait. À l'époque, comme on dit, de Iosif, je les confonds dans ma tête à Louisovitch. Ni le Canada, ni l'Amérique, ni aucun pays européen, même plus près de notre époque, n'a accueilli les Juifs. Mais celui-ci donc, Bayazet, il a envoyé sa flotte vers les côtes d'Espagne pour évacuer les exilés, et il a envoyé un décret dans tout l'Empire pour accueillir les réfugiés comme de nouveaux sujets et bien les recevoir. D'après certaines sources, insulter un juif revenait à insulter un membre de la famille du monarque. Pendant un temps, les Juifs, quelle que soit la situation, n'étaient même pas offensés. On les évitait simplement. Concernant Ferdinand, la légende dit qu'il aurait déclaré « Et vous appelez ce roi un sage ?» Il a ruiné son propre pays, il a enrichi le mien. Les Juifs, c'est une richesse, a-t-il dit. Il faut simplement savoir s'en servir. Des dizaines de milliers de Séphardes, de Juifs séfarades, se sont installés à Istanbul, à Salonique. Déjà en 1520, plus de la moitié des habitants de Salonique étaient des Juifs espagnols. Là-bas, ils ont vécu pendant 4 siècles avec leur langue ladino, avec leurs propres imprimeries. En Europe, ceux qui passaient par l'Allemagne ou l'Autriche parlaient le yiddish, tandis que les autres parlaient le ladino. Avec leurs propres imprimeries, leurs propres rabbins, peut-être même plus prospères que partout ailleurs en Europe. Et tout cela s'est terminé au XXe siècle, il n'y a pas si longtemps. Les guerres balkaniques de 1912 ont remis Salonique aux Grecs. L'Empire s'effondrait, mais ce n'est pas la politique qui a mis un terme définitif, c'est la catastrophe. En 1943, les Allemands ont déporté d'environ 50 000 Juifs de Salonique, directement à Auschwitz. C'était une communauté qui existait depuis 400 ans, qui comptait des centaines de milliers de personnes. Enfin, des centaines de milliers, plutôt un bon 100 000 personnes. Il ne reste pratiquement plus rien. Ainsi, un pays leur a autrefois ouvert ses portes, et un autre, 4 siècles plus tard, les a enfermés à jamais. Oui, les Juifs ont longtemps vécu paisiblement sur le territoire actuel de l'Iran. Mais ensuite, M. Shevchenko dit que les Juifs continuent de vivre et de prospérer sur ce même territoire.
Et les mauvais juifs, selon lui, ce sont ceux qui sont partis en Israël. Ils bombardent et tuent les bons juifs. Et ceux qui sont restés soutiennent totalement les ayatollahs. Et bien sûr les mollahs aussi. Vous savez, comme en Union soviétique. Essaie de dire à un étranger qui s'approche de toi que tu n'aimes pas le Parti communiste. Oui, du moins à l'époque où j'y vivais, disons jusqu'en 1973, c'était un vrai suicide, au sens propre du terme. Donc supposons que tout le monde ne dira pas la vérité aux journalistes étrangers. Il y a une immense communauté juive qui vit en Iran, je dis, et comment ? Très bien, je dis, comme un coq en pâte, je dis. Et les chrétiens ? Eh bien, les Arméniens y vivent. C'est vraiment incroyable. Là-bas, des Nestoriens et des Russes vivent en Iran. Regardons les actions. On peut quand même voir quelque chose à travers les actions, non ? Eh bien, imaginons. S'il y avait à l'époque du Shah, disons, 100 000 juifs là-bas, et qu'il y en a maintenant 200 000, 300 000, n'est-ce pas ? Alors il est clair qu'il se passe quelque chose en Iran qui plaît beaucoup aux juifs. Non seulement ils restent, mais ils invitent d'autres personnes. Venez, c'est super chez nous. C'est vrai, c'est une bonne façon de vérifier en fin de compte si les juifs vivaient vraiment bien. On passe. Très bien, n'est-ce pas ? Maintenant, les données démographiques. Jusqu'en 1979, il y avait 100 000 juifs vivant en Iran. En 2026, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a entre 8 000 et 9 000 juifs vivant en Iran. Les autorités iraniennes affirment qu'il y en a 15 000, n'est-ce pas ? Même les juifs disent qu'ils sont bien moins nombreux. Mais même s'ils sont 15 000, cela reste 15 000. Ce n'est pas une très belle tendance. La plupart ont fui. Certains ont réussi à transformer leurs biens en argent, d'autres non. Je n'ai pas encore rencontré un seul Iranien qui ait fui, bien que j'en ai rencontré beaucoup. Ce sont des gens très actifs, d'une certaine manière. Ils nous ressemblent à vous et à moi, qui diraient qu'ils ne regrettent pas d'être partis. Aucun d'entre eux ne regrette d'être partis. Ils sont heureux. Donc, l'affirmation de M. Shevchenko, pour le dire gentiment, n'est pas tout à fait correcte. Et si je ne mâche pas mes mots, c'est un mensonge odieux. Et puis Shevchenko dit aussi que l'Iran sortira de cette guerre et deviendra une grande puissance mondiale. Oi vey. Et comment l'Iran sortira-t-il de cette guerre s'il gagne ? Ce sera une puissante puissance mondiale. Une autre affirmation très intéressante, c'est que le peuple iranien, main dans la main, s'est uni et combat les envahisseurs, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, et aussi Israël, le petit envahisseur, le grand Satan, le petit Satan, parce qu'il aime son pays. Et le gouvernement, bien sûr, oui. Encore une fois, essayons de vérifier ce qui se passe réellement. J'ai décidé de consulter l'intelligence artificielle, qui est au courant des principaux événements en cours. Voici mot à mot ce que cette intelligence m'a écrit. Le peuple iranien n'est pas du tout solidaire avec le régime. C'est ce texte-là, oui, de Maxime, oui, Shevchenko, que je lui ai soumis. Et donc, voici la réponse. Le peuple iranien n'est pas du tout solidaire avec le régime. Il suffit de se rappeler des faits documentés. Les manifestations de masse de 2009, ce qu'on appelle le mouvement vert. Des troubles nationaux qui ont duré presque 2 ans, de 2017 à 2019, les derniers ont été réprimés dans le sang. Ensuite, les protestations de 2022, 2023 après la mort de cette même Mahsa Amini. Rappelez-vous, la jeune fille qui, pour ainsi dire, a été tuée parce qu'elle n'était pas tout à fait conforme aux règles de modestie vestimentaire. Avec des slogans directs contre la République islamique. Le peuple exigeait un changement de régime, et les dernières exécutions. De 35 000 à 42 000 personnes sont récemment sorties pour des manifestations pacifiques. Eh bien, l'affirmation selon laquelle, dans le cas de l'Iran, le peuple et le parti sont unis n'est pas tout à fait exacte. Mais encore une fois, pour parler franchement, c'est un mensonge ignoble. Et dans ce cas, il faut appeler M. Shevchenko un vil menteur. Nous n'allons pas céder aux étiquettes. Pas vrai ? Le régime tient non par solidarité, mais par la coercition, répression, exécution, censure. C'est un fait confirmé par de nombreuses sources indépendantes et des organisations de défense des droits de l'homme. Ce n'est pas comme s'ils s'étaient unis pour se défendre contre l'Amérique. Ils rêvent que l'Amérique chasse le régime d'Iran. Une étude vient d'être publiée par une organisation indépendante appelée Gamaan, qui est basée aux Pays-Bas. Elle affirme que 70 à 80% des Iraniens rêvent que les idoles pourrissent, que les mollahs se noient tant, que le corps des gardiens explose et que les Iraniens puissent à nouveau décider eux-mêmes de la manière de progresser.
Le fait que la population déteste le régime. C'est exclusivement pour Maxime Shevchenko, celui-là même. J'adore les petits menteurs. Les menteurs. Et que pensez-vous de monsieur Shevchenko ? Je pense qu'il est un peu con. Mais il est mignon. Je ne parle pas de ce Shevchenko Taras, mais de celui-ci, Maxime. Eh bien, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer encore quelques extraits des interventions géniales de ce traître à la patrie et héros de la Fédération de Russie. Vous savez, il y a une histoire comme ça. On dit que c'est vraiment arrivé. On a présenté à Chaliapine, qui avait quitté la Russie, un chanteur qui venait tout juste de Moscou. Et on lui a dit « Fiodor, écoutez, c'est la meilleure basse de Russie. » Fiodor a écouté. Et il a réfléchi un peu, puis il a dit « Pauvre, pauvre Russie. On écoute Shevchenko, et on se dit il a un nom ukrainien. Un visage d'un télo, en quelque sorte. Mais la pensée qui vient à l'esprit fait écho à celle de Chaliapine. Si on l'écoute et qu'on le considère comme un gourou, oui. Alors, pauvre, pauvre Russie. Bon, d'accord. Nous n'allons plus vous empêcher de continuer à vous extasier en écoutant monsieur Shevchenko. Voici encore quelques perles. Ce sont vraiment des perles. Trump supplie Poutine de servir de médiateur lors des négociations avec l'Iran et de convaincre l'Iran de faire quelques concessions pour permettre à Trump de sauver la face. Il en est déjà à jurer comme un charretier. Bande de salauds, dit-il aux Iraniens. Iraniens, excusez-moi, chers amis, s'il vous plaît. Je ne fais que citer ce singe roux complètement fou. Et qu'est-ce qui motive cette créature ? À part l'orgueil, la soif d'argent, la soif de profit et le désir que tout se passe selon sa volonté. Voilà, un petit enfant tape du pied et dit « Je veux que tout soit comme je veux, que tout soit à ma façon ». À la tête d'un pays qui possède le plus grand arsenal nucléaire de l'histoire, les forces armées les plus puissantes de l'histoire de l'humanité, se trouve un homme dangereux, fou. Regarde donc, il s'avère que les États-Unis, ce pays ignoble, puant, dégoûtant, faible, sans valeur, fossoyeur de la culture, ont en fait une bonne armée, des forces armées puissantes. Comment ont-ils réussi à les construire sans la science ? Comment ? Je pense qu'ils ont volé quelques Russes et Ukrainiens, les ont enchaînés dans des karachkas. Je rappelle qu'une tcharachka est une prison pour les travailleurs intellectuels. C'est une invention exclusivement russe. Je vais commencer par l'URSS. Oui, et ils les ont forcés à créer la science. Sur cette base, ils ont ensuite créé des technologies, puis à partir de ces technologies, ils ont créé une armée puissante. Et ils ont volé les Russes exactement comme ils ont volé Maduro. Ils sont venus comme ça, personne ne les a remarqués, et ceux qui les ont remarqués, ils les ont tous tués et enlevés. Ensuite, ils les ont enchaînés. Eh bien, tout le reste, c'est ce que je vous ai déjà raconté. Nous discutons avec vous de la folie du président américain. Le président du pays le plus puissant du monde. Eh bien, à mon avis, il est tout simplement devenu fou. Et Shevchenko, c'est Shevchenko, une tête audacieuse. Elle devrait frapper dans un ballon. Au pire, on pourrait manger avec. Mais lui, il l'utilise pour des podcasts. Qui pourrait lui souffler ? Mais il n'est pas seul. Non, non, il n'est pas le seul comme ça. Ils sont légion. Oui, c'est ça, il a des cousins jumeaux. Eh bien, il est pratiquement impossible de les distinguer. L'un d'eux, c'est Yakovina, et l'autre, c'est Yakovenko. Un seul œuf, mais ils ne sont pas fusionnés. Commençons par l'aîné. Du moins, il a l'air plus usé. Oui. Concernant mon livre « Le jeu du sens », nous avons reçu 51 commandes. Merci beaucoup pour votre intérêt. Comme je l'ai promis, je vais signer tous ces exemplaires, et nous les enverrons aux adresses que vous nous avez fournies. Il en reste environ, je pense, une cinquantaine. Je ne suis pas sûr à 100%. Il faut compter. Je rappelle qu'il s'agit d'un recueil de mes nouvelles, que beaucoup trouveront drôles. Toutes ont été publiées dans des périodiques en russe, anglais, hébreu et d'autres langues, mais c'est la première fois qu'elles sont réunies dans un livre. Nombre d'entre elles ont été rassemblées, mais jamais celle-ci. J'ai découvert par hasard des paquets de livres envoyés par la maison d'édition, tous cachés dans le garage. Ce sont des récits, ce qu'on appelle tirés de ma vie. Environ la moitié d'entre eux sont la pure et absolue vérité. Mais bien sûr, je ne dirai pas laquelle. J'ai vécu de nombreuses histoires drôles et intéressantes que j'ai fidèlement retranscrites. Un lien pour commander est dans la description. Le livre coûte 20 $, la couverture rigide vaut le détour, non ? Malheureusement, l'envoi du colis, surtout à l'étranger, n'est pas vraiment bon marché. C'est pourquoi lorsque vous passerez commande, vous verrez qu'il y a deux prix, l'un pour l'envoi aux États-Unis et l'autre respectivement pour l'envoi vers d'autres pays. Il y a une case spéciale où, lors de la commande, vous pouvez écrire votre nom, c'est-à-dire celui du client. Oui,
puis la phrase que vous voudriez que j'écrive et que je signe. Par exemple, matcha, joyeux anniversaire, ou bien nous sommes du même sang, toi et moi. Je n'écrirai pas de phrases trop longues ou inappropriées. En tout cas, le livre est drôle. Les lettres ont été imprimées très petites, il faudra donc lire avec des lunettes ou une loupe. Je trouve ça encore plus drôle ainsi. Oui, de quoi parle le livre ? C'est l'histoire de comment, de l'intellectuel pourri de Leningrad, je suis devenu caporal dans les forces de défense israéliennes. C'est l'histoire de comment, en 1968, je me suis retrouvé tout à fait par hasard en Tchécoslovaquie. Et souvenez-vous de ce qui s'y passait. À cette époque, oui, comment j'ai accompagné une délégation de musulmans libanais. Une délégation de musulmans libanais le jour du début de la guerre des 6 jours. Une histoire vraie, absolument. Où il s'est avéré assez rapidement que j'étais justement comme ça. Voilà, c'est justement celui-là, disent-ils. Celui qui flotte fièrement avec Masha Dayan comme Moshe Dayan justement à la frontière libanaise. Il y a beaucoup d'histoires intéressantes, notamment celle où j'ai été gardien dans un dortoir féminin. Courte mais marquante. Donc les derniers, je pense, il y en a au moins 40 exemplaires là-bas. En vente, mesdames et messieurs, et vous l'aurez avec une dédicace selon l'ordre d'arrivée. Et maintenant, revenons, comme on dit, à nos héros. C'est-à-dire dire qu'un idiot dirige le pays le plus puissant, l'État, le pays le plus puissant du monde. Ce qui me plaît le plus, c'est que l'un paraît soutenir la Russie, l'autre l'Ukraine, alors qu'ils ont tous deux des noms ukrainiens. Eh bien, un nom de famille reste un nom de famille, mais comme on dit, l'argent n'a pas d'odeur. Même si je soupçonne que, même s'ils ne le savent pas eux-mêmes, l'argent leur vient à tous les deux de la même poche. Comment se fait-il que les Russes traitent Trump d'idiot et qu'en même temps les Ukrainiens traitent aussi Trump d'idiot ? D'ailleurs, tous ont commencé à l'appeler idiot bien avant l'affaire avec l'Iran. D'habitude, cela concernait justement ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, où ils devraient normalement être dans des camps opposés. Mais les Russes, je peux encore les comprendre, enfin, dans leur hostilité, oui, même si on dit qu'il est le meilleur ami de Poutine et qu'il ne fait rien sans l'accord de Poutine, donc il devrait l'adorer, en quelque sorte, parce qu'il fait tout ce que veut Poutine. Mais malgré tout, je peux encore comprendre les Russes. Mais pourquoi ceux qui l'aident l'appellent-ils ainsi ? Bon, peut-être qu'ils ne les aident pas autant qu'ils le voudraient, mais ils les aident tout de même, non ? Pourquoi l'appellent-ils idiot ? Ça m'a toujours dérangé. D'ailleurs, je viens juste d'y penser, peut-être qu'il est idiot justement parce qu'il les aide. Parce qu'eux-mêmes, enfin les Ukrainiens, oui, n'aideraient jamais personne de leur vie, ce qu'ils ont prouvé par toute leur histoire séculaire, surtout ces derniers temps. À personne. Jamais. Juste recevoir. On n'aidera personne. Allez vous faire voir, on a besoin pour nous-mêmes. J'ai même commencé à soupçonner qu'ils sont vraiment grassement payés pour ça. Enfin, bien payés selon leurs critères. Selon les nôtres, excusez-moi. Tellement bien payés selon eux qu'ils ont perdu toute notion de conscience. Ils n'en avaient pas, mais ils en connaissaient de la notion. Ce sont soit des idiots incapables de comprendre que toute action a des conséquences, l'une ou l'autre. D'ailleurs, en ce moment, je travaille sur un programme qui s'appelle Feuille de route vers la liberté, qui explique précisément, et même plus, qui apprend à voir les conséquences de nombreuses actions. Si tu fais du mal à quelqu'un, n'est-il pas évident qu'ensuite il ne t'aidera pas quand tu te battras avec quelqu'un d'autre ? Laissez-moi vous expliquer rapidement. Il ne t'aidera pas parce que tu lui as fait du tort. Et tu l'as aussi traité d'idiot. J'ai demandé à des personnalités ukrainiennes ce qu'elles pensaient de moi, elles m'ont dit que j'étais antisémite envers les Ukrainiens. Mais évidemment, elles savent mieux que moi. Là-bas, toute la population est alphabétisée. Plus de 20% de la population a fait des études supérieures. Là-bas, malgré un régime monstrueux, la science se développe. Aux États-Unis, la part des personnes de plus de 25 ans ayant fait des études supérieures est d'environ 38%. Mais ce n'est pas ça le problème. La question n'est pas de savoir combien de personnes ont officiellement obtenu un diplôme. Ce qui compte, c'est ce qu'elles font avec ce diplôme. Et ici, tout comme nous avons eu une petite vérification avec le précédent charlatan et que nous avons trouvé une petite incohérence à propos des Juifs et de l'Iran, ici aussi nous avons une petite incohérence que nous allons examiner très rapidement maintenant. Dans un pays avec une population de 90 millions d'habitants dont, on nous dit 15, 12, 18, peu importe, disons, 15 millions de personnes ont fait des études supérieures, n'est-ce pas ? Il devrait donc y avoir beaucoup de découvertes, non ? Il devrait y avoir plein de nouvelles technologies. Et la production de quelque chose que le monde entier veut, que seuls eux ont, et que tout le monde leur achète. Et là, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Qu'est-ce qui a été inventé en Iran depuis l'arrivée des ayatollahs ? La réponse est très simple.
Eh bien, pour parler simplement, rien du tout, et pour être un peu provocateur, que dalle. Absolument rien. Encore une fois, depuis 1967, y a-t-il au moins une invention majeure qui a été faite en Iran? Depuis la même période, y a-t-il au moins une nouvelle technologie développée en Iran? Depuis la même période. Existe-t-il un produit iranien que le monde entier désire mais ne peut fabriquer lui-même? La réponse. Il n'y a pas eu d'invention de niveau mondial depuis 1967, comme vous l'avez déjà deviné. Non. Ou, si vous préférez en hébreu, l'eau. Aucune invention qui puisse être comparée à ce que les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la Corée du Sud et Israël ont produit pendant la même période. Eh bien, il est même honteux de comparer tout cela avec l'Iran. Il n'existe pas d'équivalent iranien à Internet, à la mémoire flash, au vaccin et, tenez-vous bien, la batterie lithium-ion. Ils n'ont rien de tout cela. L'Iran est-il le berceau d'au moins une technologie qui a changé le monde? Eh bien non, pas du tout. La seule chose que l'Iran exporte et qui est demandée, c'est le pétrole et le gaz. Eh bien, et aussi des drones bon marché. C'est pour les militaires et les acheteurs clandestins, comme la Russie. Et pensez-vous vraiment que les Iraniens, les Perses, soient là stupides? Il y a des Iraniens qui vivent en dehors de l'Iran. Là-bas, eh bien, quelques noms résonnent vraiment. Myriam Mirzakhani ou bien Pierre Amidyar. Mais enfin, de quoi parlez-vous? C'est-à-dire un pays avec un énorme potentiel humain n'a pas produit une seule percée scientifique en près de 60 ans. Pourquoi? Eh bien, moi, je pense que je connais la réponse, non. Parce que c'est un système non libre, isolé, idéologisé, et en tant que tel, il en est incapable. Incapable de produire de la création. Je vais dire encore une chose, la Chine non plus n'est pas capable de produire de la création. Ils sont capables de beaucoup plus que les Iraniens. Ils sont capables de copier. C'est-à-dire les Iraniens. Je parle de l'Iran en ce moment, parce que les Iraniens eux-mêmes sont des gens formidables. Mais de quoi est-elle capable? Pour les armes, et pour ceux qui fuient en ce pays aussi vite qu'ils le peuvent. Donc, monsieur Yakovenko, vous avez menti. Passons maintenant à son jumeau, qui s'appelle Yakovina. Au fait, je suis la pierre à vin. Et lui, c'est Yakovina. Quoi? Vin. Ne serions-nous pas de la même famille? Tchou. Le président américain Donald Trump, comme nous le savons malheureusement assez bien, est un leader très lâche et changeant d'avis. Eh bien, tout simplement comme le vent en mai. Quant aux objectifs du régime iranien, en fait, ils n'en ont qu'un. Survivre, se préserver, et cet objectif a, en général, déjà été atteint. Et de plus, leur régime non seulement a été préservé, mais il s'est même renforcé. Ils ne lâcheront plus Trump tant qu'il ne leur fera pas des concessions très importantes. Je comprends que les commentateurs doivent commenter. Mais ce que je ne comprends vraiment pas, c'est pourquoi les blogueurs ukrainiens, qui manifestement travaillent en retard pour de l'argent, soit avec la permission de leurs supérieurs, eh bien, nous sommes des adultes. Nous savons comment ça fonctionne en Ukraine, n'est-ce pas? Pourquoi essaient-ils tout le temps de salir Trump? Qu'est-ce que l'Ukraine y gagne? Et je commence à soupçonner qu'elle en tire quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Mais elle en tire bien quelque chose. Si elle exerce autant de pression sur tous ces médias, des blogueurs à la télévision, à la radio et autres, pour qu'ils disent donc tous, d'une seule voix, que Trump est horrible, n'est-ce pas? Et ceux qui criaient ou essayèrent de dire autre chose, apparemment, eh bien, ont été supprimés d'Internet. Pourquoi dans un pays de 45 millions d'habitants, il n'y a pas eu un seul blogueur qui soit pour? C'est absolument impossible. Messieurs, c'est tout simplement impossible. Seulement ceux qui sont partis. Soudainement. C'est-à-dire hors de portée. Parce qu'il me semble que la main tordue de Zelensky n'atteint pas encore les Ukrainiens qui ont fui, comme la main tordue de Poutine atteint les Russes qui ont fui. Eh bien, ici c'est quand même VVA. Il a surpassé VA. Mais ils commencent aussi à ressembler à de vrais jumeaux homozygotes. Je parle maintenant de Poutine et Zelensky. Eh bien, on ne peut pas rester dans la merde uniquement dans l'espace russo-ukrainien. N'est-ce pas? Nous devons aussi toucher l'espace russo-américain russophone. Et ici, je tombe constamment sur un homme incroyablement élégant, incroyablement logique, incroyablement spirituel et beau, qui s'appelle Rashkin. Parce qu'il est une personne très transparente dans ce sens, notre président. C'est comme s'il se comportait comme s'il était le chef et que Trump était un idiot. Ils ont tous les deux l'air de criminels, du moins ceux à l'écran. Je reste sans doute partial. Ce n'est pas à cause de la calvitie, c'est juste que leur regard donne l'impression qu'on les photographie lors de leur arrestation. Et quand ils étaient assis sur les fauteuils,
et que Donald Trump avait un fauteuil plus bas, tout cela donnait une image très négative des États-Unis. Je pense que si notre président américain était Rashkin, d'abord nous n'aurions pas un président roux, mais un président chauve, ce qui serait déjà bien. Et deuxièmement, il aurait tout calculé, tout ce qu'il fallait, il l'aurait calculé. À la fin, je ne peux quand même pas résister à l'envie de vous montrer l'euro-passionné, enfin la judéophile, je dirais même ma favorite. Mon absolue favorite, Snejana Egorova. Je m'excuse profondément auprès de ceux chez qui le réflexe nauséeux s'est déclenché immédiatement. S'il vous plaît, retenez-vous, car même si c'est dégoûtant, c'est drôle et amusant. Regardez jusqu'à la fin, je vous promets, ce sera court et très divertissant. Le lobby juif israélien est déjà complètement installé partout, au Congrès, au Sénat et, bien sûr, dans le cabinet de Trump. Et il gère nos ressources comme si c'était les siennes. Allez, encore un peu, s'il te plaît. Juste un peu plus. En ce moment, tout est entre les mains d'un homme d'affaires complètement fou. Non, c'est formidable, et vous ne l'avez pas remarqué. Snejana a répondu à toutes nos attentes. Je me demande à quel point il faut être idiot pour l'écouter, et pourtant, certains le font. Je ne sais pas, peut-être pas tant, mais certains l'écoutent et pensent que ce sont de vraies idées. Honnêtement, elle n'est pas très différente de Maxime. La différence, c'est que lui, il est assez bien financé, alors qu'elle, je soupçonne qu'elle fonctionne, comme on dit, par ses propres moyens. Parce que pour une idiote pareille, évidemment, personne ne paierait, enfin, naturellement, non. Je m'excuse, je retire mes paroles. Peut-être qu'elle n'est pas idiote. Cette pensée m'a traversé l'esprit. Peut-être qu'elle est simplement, comme je l'ai dit, une vraie ordure et même une bien pourrie. Je suis prêt à présenter mes excuses aux ordures pourries d'avoir mis un signe d'égalité entre elles et Snejana. Eh bien, il est temps pour nous de nous dire au revoir. J'ai essayé de vous amuser un peu. J'espère que j'y suis arrivé. Je comprends que ces gens-là peuvent vraiment vous déprimer. Mais souvenez-vous, la majorité de la population mondiale est absolument et complètement idiote. Et ils ne comprendront jamais, jamais rien. Il est impossible de leur expliquer quoi que ce soit. Ils n'apprendront jamais rien. Donc si vous pensez que vous pouvez changer quelque chose par le vote, souvenez-vous de Snejana, des frères acrobates, de Rashkin avec le deuxième criminel, de Maxime, excusez-moi l'expression, Shevchenko. Et vous comprendrez tout de suite que la démocratie est une chose horrible, une façon horrible, dégoûtante, cauchemardesque de gérer la société. Mais alors qu'est-ce qui est mieux ? Eh bien, il y a quelque chose de mieux, mais je ne peux pas vous l'expliquer en 2 mots. En revanche, si vous allez sur la chaîne Feuille de route vers la liberté, il y a le projet 192 ou 193. Je dois regarder 192 ou 193. Chaque vidéo dure 10 minutes. Si vous avez le temps d'écouter en prenant une tasse de café, alors l'une après l'autre, vous comprendrez comment il est possible de sortir de ce trou. Eh bien, certains appellent ce trou par un mot qui commence par la lettre M, dans lequel nous nous sommes retrouvés. Mais en une seule fois, avec un seul café, vous n'y arriverez pas. Il faut boire beaucoup de café et y consacrer du temps. 10 minutes chaque jour en buvant du café, écoutant depuis la mer. Si vous ne voulez pas de café, ne buvez pas, je n'insiste pas. Si vous avez le temps, faites plus que 10 minutes, il y en a presque 200 là-bas, non ? Là-bas, si les gars ont tout recompilé, ça a donné soit 16, soit 17 vidéos d'1 heure. Comme ça, hein ? Bon, si vous avez 1 heure à la maison, hein ? Vous pouvez, quand vous faites la vaisselle pour faire plaisir à votre mari ou à votre femme, en lavant la vaisselle sans raison particulière, en même temps écouter. Il n'est pas nécessaire de me regarder pendant que je parle. Écoutez la première et la deuxième émission, ça ne peut pas faire de mal. Sur ce, je termine. Je serai content si vous suivez mon conseil et passez faire un tour. Oui, fumer, eh bien, fumer nuit à la santé. C'est ce qu'on me dit tout le temps. On me ment tellement que je pense qu'ici aussi, on m'a peut-être menti. Par précaution, j'ai arrêté de fumer. Voilà, on s'arrête là. À la prochaine.